19h45, votre rendez-vous du journal sur la télévision Labari. Mais avant son développement, voyons les titres. L'ouverture de la première édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel Niger 2014 a eu lieu ce matin sous le thème Innovation et équipement agricole pour booster la productivité agricole au Niger. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Tir au domicile du président de l'Assemblée nationale continue de faire des vagues. Le président Hama Amadou l'a évoqué à l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2014. Le ministre de l'Intérieur qui a réagi. Et aujourd'hui, la réaction du groupe parlementaire Modem Falumana par rapport donc au propos du ministre. Vous l'entendrez dans quelques instants. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue à vous. Il y avait foule ce matin à l'ouverture de la première édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel Niger 2014 sous le thème Innovation et équipement agricole pour booster la productivité agricole. Le Niger veut se donner les moyens de sortir des dédales d'un secteur agricole resté jusque-là moribond. Et pour donner du poids et de l'éclat à l'événement, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie, nous rapporte entre autres Michel Didi et Aboubakar Souley. C'est une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre d'une meilleure promotion des produits agro-silvopastoraux du Niger ainsi que la valorisation de l'intégration sous-régionale et les échanges en matière de technologie agricole. Un important rassemblement de paysans venus de tous les horizons du Niger et des pays amis. Occasion pour le gouverneur de la région de Niamey de souhaiter une chaleureuse bienvenue aux participants avant d'indiquer que la population de Niamey accorde une place de choix à l'initiative 3N, une population à l'endroit de laquelle il a lancé un appel à une grande mobilisation pour une réussite totale de cet important rendez-vous de Niamey à travers lequel le RECA est engagé à faire découvrir et fructifier les potentialités du Niger dans ce secteur. Le RECA et l'ensemble des organisations de producteurs s'investissent depuis plusieurs années pour la première édition de ce salon, afin que cette rencontre soit un temps fort d'échange, de partage et de réflexion sur notre agriculture, notre hydraulique, notre élevage et notre environnement. Le Sahel 2014 sera la vitrine de la mise en œuvre de l'initiative 3N dans tous ses axes stratégiques, une initiative que la profession agricole soutient au regard des opportunités qu'elle offre aux différents maillots en amont et en aval de la production. S'en est suivi l'inauguration officielle de ce salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage dénommé Sahel Niger 2014 par le Premier ministre au nom du président de la République. Le Niger dispose d'atouts importants à exploiter pour le développement du secteur agricole. Il s'agit désormais de les valoriser à travers le Sahel Niger 2014 qui permet de relever une disponibilité en terre d'une aire cultivable de 15 millions d'hectares, dont seulement 7 millions sont actuellement exploités. Un potentiel en terre irrigable estimé à 270 000 hectares. Un important cheptel de plus de 36 millions de têtes. De nombreuses filières pour lesquelles le Niger a des avantages comparatifs évidents. Le marché sous-régional est une opportunité qu'il nous faut donc exploiter pour davantage développer les exploitations agricoles des produits des filières agro-silvopastorales. Il nous revient, en tant que décideurs, producteurs et professionnels, de mettre à profit vos différents cadres de concertation pour faire de ce Sahel Niger un outil de renforcement d'échanges sous-régional en vue d'exploiter au mieux les potentialités de notre pays dans le domaine
agro-silvopastorale. C'est par une visite guidée des stands des exposants qu'a pris fin cette cérémonie de lancement des activités de ce salon qui se poursuivra jusqu'au dimanche 9 mars prochain au palais du 29 juillet de Niamey. C'est désormais officiel, l'extradition vers la Libye du Sadi Kadhafi, arrivé donc au Niger aujourd'hui, plutôt extradé aujourd'hui même 6 mars 2014. Le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, l'a confirmé cet après-midi même à Niamey. Dans un point de presse, Sadi Kadhafi a été accueilli par le Niger pour des raisons humanitaires et son extradition est dans l'intérêt du Niger, dira entre autres le ministre. Suivons-le, il s'en explique. Il s'agit de vous confirmer effectivement la remise aux autorités libyennes de M. Sadi Kadhafi et de bien d'autres Libyens que nous avions accueillis, vous vous rappelez, au lendemain des événements tragiques que la Libye avait connus, il y a un peu plus de 2 ans. Mais avant cette remise déjà, il faut dire que nous avions remis aux autorités libyennes le sieur Mansour Abdallah, qui avait été bien accueilli dans ce pays et bien traité conformément aux engagements pris par les autorités libyennes. Nous avons cru répondre à ces appels incessants des autorités libyennes pour 2 à 3 raisons. Premièrement, parce que le contexte a bien changé depuis. Deuxièmement, et je venais de vous le dire, la remise de Abdallah Mansour, qui fut bien reçue, nous avons pu le savoir de lui-même. Et au regard de ce que, vous vous rappelez cela également, les conditions pour lesquelles nous avions accueilli Sadi et les autres n'ont pas toujours été, hélas, respectées. Nous avions dit qu'on les recevait à titre de raison humanitaire. Ils n'avaient aucun statut, vous le savez. Ils ne sont ni réfugiés, ni des exilés politiques, en tout cas qui aient un statut légal. Et il faut dire que nous avons posé des conditions. Il fallait que nos hôtes, entre guillemets, encombrants, puissent respecter un certain nombre de comportements. Ils ne l'ont pas toujours fait. Je dois ouvrir une parenthèse pour dire qu'un des amis de Sadi a pu même échapper à notre vigilance jusqu'à aller dans le sud libyen et revenir. Et cela est une position assez difficile pour le Niger, qui est un voisin de la Libye. Quelqu'un a déjà dit que la géographie commande la diplomatie. Et nous avions bien dit à nos hôtes que nous ne serions pas une source de préoccupation pour la Libye. À l'époque, on craignait bien qu'en remettant ces gens, ils ne soient tués. Je pense que, au regard du label démocratique et républicain qu'affiche le régime actuel de Libye, c'est des risques qui, après l'émotion, ne sont pas, à notre avis, encourus. Mais la communauté internationale est témoin de tout cela. Donc, pour tout dire, je voudrais donc confirmer que, effectivement, nous avions, pour créer une détente entre 2 pays frères et amis, nous avons décidé de mettre fin à cette situation qui, tôt ou tard, va arriver. Parce que la vérité, il faut vous le dire, personne ne voulait. À un moment donné, nous avions bien voulu que d'autres pays, en tout cas, qui ne soient pas voisins de la Libye, puissent les récupérer pour éviter des actions assez nuisibles directement pour la Libye. Nous n'avions eu aucun pays candidat. Donc, il s'agit dans l'intérêt de notre pays
dans l'intérêt de nos relations d'aujourd'hui et de demain, décider de cette position-là. J'ai entendu l'avocat de Sadi Kadhafi, Maître Nick Kaufmann, faire des insinuations. Je regrette, et il le sait, le gouvernement du Niger, totalement en phase avec les principes d'intégrité. Nous ne sommes pas ceux-là qui agissent pour des raisons crapuleuses. Loin s'en faut. En terre libyenne, Sadi Kadhafi a été aussitôt remis aux autorités qui se sont engagées à le juger dans le respect du droit et des règles internationales. C'est la fin donc d'un épilogue, c'est l'épilogue plutôt, me direz-vous, d'une brouille longue et latente entre la Libye et le Niger et qui suscite ce commentaire de Hassan Saleh Mustafa. C'est le gouvernement libyen qui l'a annoncé dans un communiqué. Sadi, le fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi, a été finalement extradé. Les autorités nigériennes ont remis Sadi aux autorités libyennes. Sadi avait trouvé refuge au Niger peu avant la chute de son père en 2011. Arrivé le 6 mars en Libye, Sadi Kadhafi est dans les mains de la police judiciaire, indique un texte du gouvernement libyen remerciant le Niger qui l'accueillait depuis 2011. Le gouvernement libyen s'engage à traiter Sadi Kadhafi conformément aux normes internationales sur le traitement des prisonniers, ajoute le communiqué. Les nouvelles autorités libyennes accusent Sadi Kadhafi, âgé de 39 ans, de s'être emparé de biens par la force et l'intimidation quand il dirigeait la Fédération libyenne de football. Interpol avait émis une notice rouge pour demander à ses 188 pays membres son arrestation. Les autorités nigériennes avaient annoncé en novembre 2012 qu'elle avait accordé l'asile à Sadi Kadhafi pour des raisons humanitaires. Un autre fils de Kadhafi, Saif al-Islam, longtemps présenté comme successeur potentiel de son père, a été arrêté en novembre 2011 dans le sud libyen par des ex-rebelles de Zantan où il est détenu depuis. Muammar Kadhafi et son fils Mouatassim ont été capturés et tués par des ex-rebelles le 20 octobre 2011 à Sirte, dans le centre du pays. Leur corps avait été exposé au public à Misrata, à 214 km à l'est de Tripoli, avant d'être enterrés dans un endroit tenu secret. Deux autres fils de Kadhafi sont morts pendant l'insurrection libyenne qui avait débuté en février 2011. Saif al-Arab est mort en avril 2011 dans un raid de l'OTAN. Quelques mois avant, Kamis tué dans les combats en août. Leur mère Safia Farkesh et trois autres enfants de l'ancien dictateur Aïcha, Hannibal et Mohamed avaient trouvé refuge en août 2011 en Algérie après la chute de Tripoli aux mains des rebelles, avant qu'une partie de la famille ne trouve l'asile dans le sultanat d'Oman en 2013. Et cette brève avant de poursuivre le journal, nous apprenons que Luc Oursel, président du directoire d'Areva, est annoncé à Niamey demain pour des négociations au sommet. La visite du patron d'Areva intervient dans un contexte difficile de négociation des conventions minières entre le Niger et le groupe nucléaire français. Nous y reviendrons demain, si Dieu le veut. La réplique, du groupe parlementaire Modène Faloumana à la réaction du ministre de l'Intérieur par rapport aux propos du président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première session de l'année 2014 ne s'est pas fait attendre. C'est dire que le tir du domicile du président de l'Assemblée nationale et les interprétations des uns et des autres ravivent la flamme d'une tension déjà exacerbée. Souleymane Barma et Omar Moussa pour le compte-rendu. La guerre médiatique semble être engagée entre le camp présidentiel et celui du président de l'Assemblée nationale suite aux propos tenus par ce dernier dans son discours inaugural de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, notamment concernant le tir d'armes à feu dont son domicile aurait été victime en février dernier. Des propos qui ont suscité la réaction du ministre de l'Intérieur qui a du coup apporté un démenti formel sur cet état de fait. J'affirme qu'au stade actuel de l'enquête, les premières conclusions nous permettent d'affirmer ceci. Premièrement, qu'il n'y a pas eu
d'attentat à la vie de la personne de M. Hama Amadou. Je peux aussi affirmer que tout laisse croire qu'il s'agit d'un montage grossier et grotesque qu'il avait par ailleurs lui-même annoncé lors d'un meeting avant son départ la veille. Une réaction qui a provoqué la colère du parti du président de l'Assemblée nationale à travers son groupe parlementaire. Indigné par ses propos, mais en même temps éclairé sur le rôle trouble qu'il a sans doute joué dans l'attaque du domicile du président de l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Lumana Africa est convaincu que Massoudou ne laissera jamais la police mener l'enquête de manière professionnelle et impartiale, car avant même la fin de celle-ci, l'intéressé a décidé de sa conclusion. L'opinion a pu d'ores et déjà relever que nulle part, dans le discours du président de l'Assemblée nationale, des accusations pour tentative d'assassinat dirigées à l'égard du pouvoir du Gouri-système aient été faites. Le dit discours fait simplement allusion à un individu innommé, c'est-à-dire inconnu, que seules les enquêtes en cours pourraient permettre l'identification. C'est dire donc que l'intervention de Massoudou qui met dans la bouche du président Hama Amadou ce qu'il n'a pas dit est des plus suspectes. Elle est symptomatique du mal panique qui tourmente les milieux vicieux du gros système à l'image de celui qui oblige le morveux à se moucher. C'est tout simplement burlesque, car là encore le président Hama Amadou ne s'est pas uniquement intéressé à sa propre personne, mais à sa famille, particulièrement aux enfants. Au demeurant, il faut avouer que Massoudou a une drôle de conception des droits humains et de la protection de toute personne, que toute personne est en droit d'attendre de la puissance publique. En effet, la vie humaine est sacrée, sans considération de rang social. La famille de son excellence Hama Amadou est au même titre que lui-même et tous les citoyens sous la protection de l'État. Aussi, est-ce à bon droit que le président Hama Amadou a fort justement dénoncé l'attaque de son domicile dans le but d'attenter à la vie des personnes qui y habitent. Face à ce qu'il qualifie la dérive du ministre de l'Intérieur, le groupe parlementaire Modèle Lumana apporte son soutien au président du parti pour que justice soit rendue. À l'écoute de M. Massoudou, le monde entier a compris que l'indépendance de la justice et l'objectivité de la police d'État ne sont que des vains mots dans le contexte de la 7e République. Sinon, comment comprendre qu'une procédure judiciaire non achevée puisse livrer ses conclusions avec autant de certitude, comme l'affirme sans détour M. Massoudou, qui du reste n'est ni juge ni officier de police judiciaire. Il en ressort clairement que ce dernier s'est non seulement érigé, ingéré dans le fonctionnement des services de la justice, mais qu'il s'en est emparé aux seules fins malveillantes de manipuler les produits et d'épingler le président Hama Amadou comme le commanditaire de l'attaque contre sa propre famille. Le groupe parlementaire Lumana se réserve le droit de tout mettre en œuvre afin que justice soit rendue à l'homme qui porte sur ses fortes épaules le modèle F.A. Lumana. Dans cette optique, le groupe parlementaire Lumana Africa réitère son exigence d'une enquête indépendante menée par des professionnels au-dessus de la mêlée politicienne. Décidément, les relations se détériorent de jour en jour entre le camp présidentiel et celui de l'Assemblée nationale, qui s'accusent mutuellement de tentatives de démolition des acquis démocratiques. De la politique à l'environnement pour, hélas, ce triste constat, la ceinture verte de Niamey, abandonnée à elle-même, est aujourd'hui gravement menacée de destruction. Et c'est assez pour révolter le syndicat autonome des travailleurs des eaux et forêts. Ces braves agents au service de notre environnement l'ont crié du fond du cœur ce matin même dans un point de presse que nous résume Asmana China. Fruit d'un travail de longue haleine et d'un coût de plusieurs milliards de nos francs sur le dos du contribuable nigérien, la ceinture verte dont les travaux de sa mise en place ont pris fin en 1995 joue un rôle d'embellissement et de protection de la ville de Niamey contre les intempéries. Malheureusement, cet important paysage est menacé de nos jours par de multiples actions prohibées, d'où ces cris de cœur du syndicat national autonome des travailleurs des eaux et forêts, SINATEF. Force est de constater que sa situation est devenue grave et préoccupante. En effet, elle est devenue comme un espace ordinaire
vendus aux promoteurs immobiliers et aux nouveaux riches, une décharge publique sauvage où sont déversées ordures et eaux usées, aux grandes dames des responsables des services en charge de l'environnement et au mépris des textes de la République. La loi 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger et d'autres textes spécifiques, notamment ceux relatifs aux études d'impact sur l'environnement. Pour rappeler au pouvoir public et à l'opinion nationale et internationale les dispositions du décret 2004-200 du 9 juillet 2004 portant protection des espaces verts et ceintures vertes qui stipule en son article 3 que, sous réserve de l'autorisation préalable et conjointe, on dit bien préalable et conjointe, des ministres en charge des forêts et de l'urbanisme, il est interdit à toute personne morale ou physique de procéder ou de faire procéder au morcellement des espaces verts, ceintures vertes et arboretas, de déverser, d'enfuir ou d'épandre aux abords et dans la ceinture verte et espace vert, des déchets solides ou liquides, de couper les arbres dans les espaces verts, les ceintures vertes et les arboretas, d'épandre le contenu des fosses septiques dans les espaces verts, les ceintures vertes et les arboretas, d'utiliser les espaces verts, ceintures vertes et arboretas comme lieu d'habitation, d'installation des marchés. De manière générale, toute activité polluante ou susceptible de porter atteinte à l'intégrité de ces endroits. Les signataires interpellent les autorités en charge de la question afin qu'elles agissent pour protéger cet important patrimoine public. Nous estimons qu'il est temps et grand temps d'arrêter la dérive, mais aussi de respecter et faire respecter les lois et règlements de la République. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités en charge de la question à différents niveaux de se ressaisir et de témoigner de plus de respect à l'égard de ce patrimoine public commun, poumon de notre capitale. Nous interpellons Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui demander de rappeler à l'ordre certains ministères et institutions qui posent des actes portant atteinte à l'intégrité de la ceinture verte et rappeler à tous et à chacun que nul n'est au-dessus des textes de la République. Espérons que cet appel du signataire soit bien entendu afin que s'arrêtent les actions néfastes contre la ceinture verte de Niamey au grand bonheur de la ville et de ses populations. De la culture à présent pour parler du programme du mois de mars et d'avril prochain au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch. Il est alléchant et vaut bien les déplacements, nous rapportent Nafissa Zakou et Halidou Bourema qui l'ont vu. Cette conférence de presse, animée par le directeur général du Centre culturel franco-nigérien et plusieurs artistes, vise à présenter le programme du CCFN Jean Rouch du mois de mars et avril 2014. Il y aura des concerts en plein air et bien sûr des représentations théâtrales à la fois à Karadjé et sur la scène du théâtre de plein air au CCFN. Les différents films qui seront projetés, notamment le samedi après-midi, je rappelle que les projections du samedi après-midi sont gratuites. Les questions de société, alors questions de société au mois de mars et d'avril. Alors le 12 mars, conférence sur les droits humains et leurs ennemis. Quels droits pour quelle famille au Niger? Et le 9 avril, toujours sur la thématique des droits humains et de leurs ennemis, les jeunes ont-ils un droit à l'avenir? Occasion pour les artistes présents à cette rencontre avec la presse de faire une brève présentation de leur œuvre programmée. Le projet du Coup de Gouttes de Aliou Moussa, où il utilisait les textiles et les tissus pour présenter des compositions. Donc je me suis dit que ça pouvait bien s'associer, faire semblant de créer une mode qui ne serait pas, mais plutôt jouer au vraisemblable. Il y aura ma collection que j'ai appelée Toucher cette année. Toucher c'est en Hausa et ça veut dire les racines, les branches, mais en gros je dirais un arbre généalogique. Donc et la collection c'est un peu, ça va représenter un peu le métissage, le multiculturalisme qui est à la mode de nos jours parce que toutes les cultures sont mélangées, tout comme moi. Je veux présenter mon album demain et l'album est constitué de 11 titres. Donc je l'ai nommé The Beginning, qui veut dire la grande inspiration. Donc l'album est composé de sons hip-hop et de R&B
et aussi des dance songs. Le représentant des cinéastes nigériens a également saisi l'occasion pour expliquer le contenu des 3 films qui seront projetés le 8 mars prochain. L'autre film de Aïcha Maki, c'est aussi un questionnement de toutes les femmes qui vont dans d'autres sociétés et qui découvrent que les femmes de cette société sont presque différentes, en tout cas sont différentes des femmes de leur propre pays. Et l'autre film, Koubra aussi, c'est vraiment une question très sensible, en tout cas sur la fistule au Niger. Et c'est à l'occasion de cette journée de la femme, je pense que c'est vraiment un programme assez bien choisi et qui permettra quand même de soulever toutes ces questions des femmes qui s'en sortent, des femmes qui se battent et des femmes qui sont victimes, en tout cas des pratiques néfastes. Les films seront projetés gratuitement pour rendre hommage à la femme à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Une campagne de chirurgie foraine dans le nord du Niger et qui fait escale à Iferouane. Des interventions chirurgicales en ophtalmologie, en gynécologie ont été faites et dans l'ensemble, 1300 consultations ont été enregistrées. Le ministre de la Santé publique s'en est réjoui et notre reporter Hassan Saleh Mustafa nous en fait écho. Le problème de la vue et celui de la gynécologie sont les 2 maladies les plus fréquentes de la population d'Iferouane et celle des villages environnants. Pour secourir ces populations, le ministère de la Santé, avec l'aide de ses partenaires, a organisé une campagne de chirurgie foraine au profit des personnes malades de la zone nord du pays. L'objectif est d'opérer 150 patients gratuitement avec distribution de médicaments et de consulter 500 personnes gratuitement. Une équipe est détachée qui est déjà à Timia, composée d'un ophtalmologiste et d'un technicien. Eux aussi, ils feront les villages environnants de Timia pour consulter la population avec distribution de lunettes pour ceux qui sont atteints de baisse de vision de près, de lunettes donc de lecture. Cette mission a pour objectif, bien entendu, de faire les consultations gynécologiques. L'objectif, c'est de faire donc le dépistage des cancers du col, le dépistage de grossesse à risque, de faire des échographies, de faire également donc la planification familiale. Dans le cadre de cette campagne, plus de 1365 consultations ont été enregistrées au centre de santé d'Iferouane. Dans l'intervalle d'une semaine, plus de 710 femmes se sont fait consulter, 385 en gynécologie et environ 277 ont effectué le test de dépistage pour le cancer du col de l'utérus. Dans ces consultations, nous faisons des consultations gynécologiques, des consultations échographiques et le dépistage de cellules précancéreuses du col de l'utérus. Je pense que cette activité rentre dans le droit chemin de cette politique qui voudrait qu'on puisse dépister précocement tout ce qui est justement cancer, notamment le cancer du col, qui est un facteur de mortalité maternelle et même de la jeune fille chez nous. Alors, nous pensons que ces activités vont contribuer effectivement à la prévention et puis surtout à la prise en charge des personnes et des femmes qui sont déjà dépistées, peut-être déjà positives vis-à-vis du cancer du col. Le ministre de la Santé publique qui était sur le site s'est dit satisfait après avoir visité les patients. C'est l'occasion, au nom du chef de l'État, son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, de remercier toutes ces personnes, toutes ces structures, tous ces agents de santé qui de nuit comme de jour travaillent. Les comités de gestion des structures sanitaires, les comités villageois, toutes ces personnes, nous tenons à les remercier. Et les populations différentes pour leur mobilisation, parce qu'elles répondent à nos appels pour les consultations. Cette campagne a permis de réduire de manière considérable les cas de complications des cataractes, des problèmes génitaux et de les traiter à temps.